Le narcissique a une peur viscérale de ta guérison. Non pas parce qu'il t'aime et qu'il a peur de te perdre, mais parce que ta guérison signifie quelque chose de précis, de dangereux pour lui. Tu vas finalement comprendre ce qui s'est passé. Tu vas mettre des mots sur des choses que tu vivais sans pouvoir les nommer. Et ces mots vont transformer rétrospectivement chaque souvenir trouble, chaque moment que tu n'arrivais pas à te sortir de la tête, chaque épisode que tu avais fini par attribuer à ta propre instabilité émotionnelle. Il avait besoin que tu ne comprennes pas. Il avait besoin que tu continues à douter, pas de lui, de toi, parce que le jour où tu comprends, sa cruauté devient visible, et une cruauté visible, ça ne peut plus être nié. Tu n'as pas imaginé sa cruauté, tu l'as vécue seul, et cette solitude-là, cette solitude spécifique d'avoir traversé quelque chose de réel que personne autour de toi ne voyait, n'est pas une preuve que rien ne s'est passé. C'est exactement le contraire. C'est la preuve que son système fonctionnait parfaitement, parce que la cruauté narcissique est conçue pour être invisible à tous, sauf à toi. Et dans les prochaines minutes, Carl Jung et 15 ans de clinique vont te montrer pourquoi. J'ai passé des années à me demander si ce que je vivais était réel, à me demander si je n'exagérais pas, si ma mémoire ne me jouait pas des tours, si cette sensation d'oppression permanente n'était pas simplement ma façon particulière de voir les choses. Ce doute, je ne l'avais pas avant cette relation. Il est apparu avec lui. Et en 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai compris que ce doute n'est pas un hasard. Il est fabriqué, il est cultivé avec soin. Et nommer ce mécanisme, c'est commencer à en sortir. La particularité de la cruauté narcissique, ce qui la distingue fondamentalement d'une simple mauvaise relation ou d'une incompatibilité de caractère, c'est qu'elle ne laisse presque aucune trace visible. Elle se loge dans des espaces que personne ne photographie. Dans un regard, dans un ton de voix, dans un silence délibérément prolongé. Dans une façon de répondre à une phrase par une demi-phrase qui dit exactement ce qu'il faut pour blesser sans que ça ressemble à une blessure. Dans une façon de te regarder passer devant lui comme si tu n'existais pas, le lendemain d'une dispute, avec une indifférence si totale qu'elle ressemble à une exécution silencieuse. Et quand tu essaies de décrire ça à quelqu'un, à une amie, à ta mère, peut-être à un médecin, tu vois leur visage basculer vers cette expression de bienveillance légèrement fatiguée. Tous les couples se disputent. Il a sûrement beaucoup de pression au travail. Tu es peut-être un peu trop sensible. Et tu repars avec cette chose que tu ne savais déjà pas comment nommer. Et maintenant, tu as en plus la certitude que les autres ne la voient pas, que tu l'as peut-être inventée, que tu es le problème. Et cette solitude-là, la solitude de ne pas être cru, de ne pas avoir les mots, de chercher dans les yeux des autres une validation que tu n'obtenais jamais, cette solitude s'est peut-être accumulée pendant des mois ou des années jusqu'à ressembler à de la résignation. Tu as arrêté d'essayer d'expliquer, tu as arrêté de chercher des témoins et tu as commencé à gérer seul ce que tu n'arrivais pas à nommer. Cette gestion silencieuse, cet effacement progressif de ta propre perception a un coût que tu payais chaque jour sans en avoir conscience et que tu reconnaîtras peut-être dans ce que je vais te décrire maintenant. Tu n'étais pas le problème, sa cruauté était réelle et je vais te montrer comment elle fonctionnait, mécanisme par mécanisme, pour que tu puisses enfin mettre un nom sur ce que tu portais sans pouvoir le dire. Carl Jung a écrit quelque chose qui m'a arrêté net la première fois que je l'ai lu. Il a écrit que l'ombre, cette partie de l'inconscient que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes, cherche toujours une expression. Elle ne peut pas rester enfermée indéfiniment. Et chez le narcissique, cette ombre, ce concentré de honte, de rage, de vide existentiel, s'exprime dans la relation intime d'une façon très particulière. Elle s'exprime sous forme de cruauté, pas une cruauté qui crie. Une cruauté qui chuchote, une cruauté qui opère dans les angles morts. Jung parlait de la persona, ce masque social que nous construisons pour correspondre aux attentes du monde extérieur. Et ce qu'il avait compris, c'est que plus la persona est rigide, perfectionnée, imperméable, plus l'ombre qu'elle contient est dense et pressurée. Le narcissique que tout le monde aimait
Celui qui était charmant au dîner, attentif avec les inconnus, généreux en public, portait une persona d'une solidité exceptionnelle. Et cette solidité avait un prix. Ce prix, c'est toi qui le payais. Dans le privé, dans le silence de votre vie commune, seul. Ce que Jung appelait la projection de l'ombre, c'est le mécanisme par lequel quelqu'un externalise sur une autre personne tout ce qu'il refuse de voir en lui-même. Sa rage, sa honte, son vide, sa cruauté, il les projette sur toi. Et dans ce mouvement, il te transforme, tu deviens le réceptacle de ce qu'il ne peut pas porter. Et progressivement, tu commences à te voir avec ses yeux, à croire que ce qu'il voit en toi est la réalité. Retiens bien ceci, parce que ce que je vais te décrire maintenant va peut-être t'expliquer des années d'incompréhension en quelques minutes. La cruauté narcissique prend 4 visages. Ces 4 visages sont soigneusement maintenus invisibles aux yeux du monde extérieur. Mais toi, tu les connais, tu les as vécus, et en les nommant, tu vas peut-être reconnaître quelque chose que tu n'avais pas encore su mettre en mots. Premier visage, la cruauté douce. Ce n'est pas la grande scène de violence verbale que tout le monde imagine quand on parle de maltraitance. C'est un regard, celui qu'il pose sur toi quand tu parles, dans une réunion familiale, et qui dit sans mots « Tu es ridicule, et je préfère que tu te taises ». C'est un soupir imperceptible quand tu rentres dans une pièce. C'est une façon de répondre à « Comment tu trouves ma robe ?» avec un silence de 2 secondes de trop avant de dire « Elle est bien », où ces 2 secondes contiennent exactement ce qu'il voulait que tu comprennes sans qu'il l'ait techniquement dit. C'est la façon dont il prononce ton prénom, avec une légère intonation qui ressemble à de la lassitude, comme si le simple fait de devoir s'adresser à toi était un effort qu'il consentait généreusement. Ces micro-expressions de mépris, ces mini-signaux de dévaluation, ils sont calibrés pour passer sous le radar de quiconque observerait la scène de l'extérieur. Mais toi, tu les reçois, dans le corps, comme des gifles qui ne laissent pas de traces visibles. Et parce qu'ils ne sont pas nommables, parce que si tu essayais de les décrire, ils sembleraient anecdotiques, tu les avales. Tu te dis que tu exagères, que tu es trop sensible, que c'est ta faute si tu interprètes un soupir comme une agression. Ce n'était pas ton imagination, c'était de la cruauté douce, intentionnelle, répétée, et elle avait pour fonction précise de te maintenir dans un état de doute perpétuel de ta propre valeur. L'effet cumulatif de cette cruauté sur l'image de soi est documenté cliniquement. Un individu soumis pendant des années à des micro-signaux de dévaluation finit par les intégrer comme une vérité intérieure. Pas parce qu'il est naïf, pas parce qu'il manque d'intelligence, mais parce que le cerveau humain est câblé pour accorder plus de crédit aux messages répétés qu'aux messages isolés. Et une cruauté quotidienne, même silencieuse, même minuscule, finit par sculpter l'image que tu as de toi-même de façon aussi réelle que n'importe quel discours explicite. Tu n'as pas changé parce que tu voulais changer. Tu as changé parce que tu étais dans un environnement qui te changeait, goutte à goutte, sans que tu t'en rendes compte. Deuxième visage, la cruauté différée. Le narcissique sait quelque chose d'instinctif sur le timing émotionnel. Il sait qu'une punition immédiate peut être contestée, défendue, analysée, mais une punition qui arrive des heures plus tard ou des jours plus tard pour quelque chose que tu as dit ou fait sans t'en rendre compte, ou pour quelque chose que tu ne peux même pas identifier, ça, c'est une punition qui ne peut pas être rattachée à sa cause. Tu te retrouves dans un environnement émotionnel glacial, sans comprendre pourquoi. Tu révises mentalement les derniers jours. Tu te demandes ce que tu as fait, et cette révision, cette recherche anxieuse de la faute, te maintient dans une position de coupable potentiel en attente de jugement. La cruauté différée peut prendre la forme de jours entiers de silence absolu après une conversation qui te semblait banale, d'une froideur inexpliquée au moment précis où tu avais besoin de soutien, d'une mauvaise humeur soudaine et diffuse la veille d'un événement qui t'importait.
de la destruction discrète d'un plan que tu avais, sans explication formelle, sans discussion, juste une série de complications soudaines qui font que ça ne marche pas, et tu ne peux pas prouver que c'était intentionnel. Et tu ne peux pas te défendre contre quelque chose que tu ne comprends pas. C'est le génie horrible de ce mécanisme. La défense nécessite une accusation claire, et lui ne t'en donne jamais une. Ça avait un nom, c'était de la cruauté narcissique différée. Et tu l'as vécu seul. Du calme. Parce que le troisième visage est celui que j'entends le plus souvent dans mon cabinet et peut-être le plus difficile à nommer parce qu'il arrive dans des contextes qui ressemblent à de la légèreté. Troisième visage, la cruauté publique déguisée. Il te blesse devant les autres, mais d'une façon si enveloppée dans l'humour, dans l'affection apparente, dans la normalité sociale, que les autres sourient. Et toi tu souris aussi. Parce que ne pas sourire, ça voudrait dire que tu n'as pas d'autodérision, que tu es susceptible, que tu ne comprends pas l'humour. Il le sait. Il compte là-dessus. C'est la remarque sur ton poids, ta façon de conduire, ta gestion des finances, ton organisation, ta relation avec ta famille, glissée dans une conversation de groupe avec ce ton de tendre résignation de l'homme qui aime sa femme, malgré ses défauts. Les autres rient. Tu ris. Et tu rentres chez toi avec quelque chose dans la gorge que tu n'arrives pas à avaler. C'est l'histoire qu'il raconte sur toi, une histoire vraie, un moment où tu as fait quelque chose d'embarrassant ou de maladroit, raconté encore et encore dans des dîners, présenté comme une anecdote affectueuse mais qui te maintient dans un rôle précis, celui de la femme un peu dépassée, un peu maladroite, un peu moins capable, que lui regarde avec indulgence. Cette histoire te définit dans le regard des autres, et à chaque fois qu'il la raconte, il fixe un peu plus cette définition. Et si tu oses en parler après, si tu lui dis que ça te blesse, il lève les mains avec un air de ne pas comprendre. C'était pour rire. Tout le monde a ri. Tu vois toujours tout en négatif. Ça avait un nom. C'était de la cruauté publique déguisée. Et tu l'as vécu seul. Quatrième visage. La cruauté par abandon émotionnel. Il est là, physiquement présent, dans la même pièce que toi, et pourtant absent d'une façon qui est plus désolante que n'importe quelle absence physique. Tu lui parles et il regarde son téléphone. Tu partages quelque chose qui compte pour toi et il répond par une syllabe, puis change de sujet. Tu traverses quelque chose de difficile et il n'est pas là, pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il a décidé de ne pas être là. Et cette décision n'est jamais dite, jamais expliquée, mais tu la ressens dans chaque échange comme une porte fermée. Dans les moments où tu aurais eu besoin d'une présence, il disparaissait. Pas physiquement, toujours, mais émotionnellement. Il se rendait inaccessible avec une précision qui semblait corrélée exactement à ton besoin. Plus tu avais besoin de lui, plus il se fermait, et cette corrélation, tu l'as ressentie dans le corps comme une loi. La loi qui dit « tes besoins ne méritent pas d'être comblés ». Ce mécanisme, Jung l'aurait analysé comme une expression du refus d'individuation de l'autre. Le narcissique ne peut pas se permettre que tu te sentes complète, soutenue, sécure, parce qu'une femme qui se sent complète est une femme qui peut partir, une femme qui doute de sa valeur fondamentale, qui porte la conviction inconsciente que ses besoins sont un fardeau, reste, et il a besoin que tu restes. Ça avait un nom. C'était de la cruauté par abandon émotionnel, et tu l'as vécu seul, avec la conviction que tu n'aurais pas su l'expliquer à personne de façon convaincante. Et cette conviction elle-même était la dernière forme de sa cruauté. Ces quatre visages ensemble constituent ce que la clinique appelle le syndrome de maltraitance psychologique chronique. Et leur combinaison produit quelque chose de très précis dans le corps et dans le psychisme de la personne qui les vit. Un état de vigilance permanente qui ne se désactive jamais complètement, même longtemps après la fin de la relation. Même des années après. Tu peux sursauter à un ton de voix qui ressemble au sien, avoir une réaction de contraction physique devant certains regards, te retrouver à marcher sur des œufs dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui ne te menace pas. Ce n'est pas de la fragilité. Ce n'est pas un signe que tu n'as pas guéri assez vite.
C'est la trace neurologique d'une exposition prolongée à un environnement hostile. Et ça se guérit. Mais ça se guérit en nommant d'abord ce qui s'est passé. Laisse-moi te parler de Marguerite. 51 ans, retraitée après une longue carrière dans l'enseignement. Elle est venue me voir pour la première fois, à la demande de sa fille adulte, qui s'inquiétait de la voir éteinte. C'est le mot qu'elle avait utilisé. Éteinte. Marguerite ne savait pas exactement pourquoi elle était là. Elle n'avait pas de liste de griefs, pas de scène précise à raconter. Elle me disait « Il ne m'a jamais frappé, il ne criait pas, il travaillait, il payait les factures, il était là. » Et puis elle ajoutait, après un silence, « Mais je ne sais pas si j'étais là, moi. » Il m'a fallu 4 séances pour comprendre ce qu'elle décrivait. Pas parce qu'elle n'était pas claire, parce qu'elle avait appris pendant des années à minimiser ce qu'elle voyait, a traduit chaque cruauté en une version acceptable d'elle-même. Le regard qui la traversait comme si elle n'existait pas, il était fatigué. Les remarques sur ses amis, sur sa façon de s'habiller, sur ses choix de lecture, il avait ses opinions. Les Noëls où il choisissait exactement ce qu'il fallait faire pour que la journée lui appartienne et lui retire le plaisir. Il aimait les choses d'une certaine façon. Elle avait passé 23 ans à traduire, à réécrire, à rendre acceptable ce qui ne l'était pas, parce qu'elle n'avait pas de mots pour l'autre version. Ce mécanisme de traduction, je l'observe chez presque toutes les femmes qui ont vécu une relation narcissique longue. C'est une stratégie de survie psychologique. Quand l'environnement relationnel est incompatible avec ce que tu sais être vrai, le cerveau préfère réécrire la réalité plutôt que d'accepter que la personne qui devrait être ton refuge est en réalité une source de danger. Cette réécriture te protège à court terme. Elle te permet de fonctionner, de continuer, de ne pas s'effondrer. Mais sur le long terme, elle te coûte quelque chose de fondamental, la confiance en ta propre perception. Et c'est exactement ce que le narcissique voulait que tu perdes. Un jour, vers la 6e séance, je lui ai dit « Ce que vous m'avez décrit, cette façon qu'il avait de vous rendre inexistante dans votre propre vie, ça a un nom clinique. Ça s'appelle de la cruauté narcissique. » Elle s'est arrêtée, elle m'a regardé. Et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Donc j'avais raison. Pas j'aurais dû partir plus tôt. Pas je me sens soulagé. Pas c'est sa faute. Juste j'avais raison. » Comme si pendant 23 ans, elle avait tenu quelque chose à bout de bras, une conviction, une perception, une certitude de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à formuler. Et que cette phrase venait enfin lui confirmer que ses bras n'avaient pas porté du vent. Tu avais raison. Ta perception était juste. Ce que tu as vécu était réel. Et maintenant, je vais te dire la chose que le narcissique redoute le plus, celle qui explique pourquoi il a mis tant d'énergie à te faire douter de toi-même. Tout ce qu'il t'a accusé d'être, tout ce qu'il t'a accusé de faire, c'était une description de lui, pas de toi. Il t'a dit que tu exagérais. C'était lui qui construisait des drames à partir de rien pour garder le contrôle. Il t'a dit que tu étais instable. C'était lui dont les humeurs gouvernaient l'atmosphère entière de la maison. Il t'a dit que tu inventais des problèmes qui n'existaient pas. C'était lui qui créait des problèmes invisibles pour te maintenir dans la confusion. Il t'a dit que tu étais impossible à aimer. C'était lui qui était incapable d'amour au sens où tu l'entendais. Il t'a dit que tu n'étais jamais satisfaite. C'était lui qui s'assurait que tu ne pouvais jamais l'être, parce qu'une femme satisfaite est une femme qui n'a plus besoin de lui. Jung a décrit ce mécanisme dans ses travaux sur la projection. Il a montré que nous projetons sur les autres ce que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes. Et chez le narcissique, cette projection est presque totale. Tout ce qu'il refuse de reconnaître dans sa propre psychologie, tout ce qu'il ne peut pas intégrer, il te le renvoie. Dans tes conversations, dans ses accusations, dans son regard, comme s'il utilisait ta surface pour voir sa propre ombre, sans avoir à la regarder en face. Le pouvoir de cette révélation, c'est que rétrospectivement, elle réécrit l'histoire, pas pour l'effacer, mais pour en changer la signification. Ce que tu croyais être tes défauts, les défauts qu'il t'avait appris à voir, étaient des projections.
Ce que tu croyais être ta fragilité était une réponse normale à un environnement qui t'avait été rendu délibérément hostile. Ce que tu croyais être ta difficulté à être aimé était le résultat d'une relation avec quelqu'un qui ne savait pas aimer, pas d'une insuffisance fondamentale qui t'appartient. Quand j'ai lu pour la première fois les travaux de Jung sur la projection de l'ombre, j'ai relu des années de ma propre relation avec des yeux nouveaux. Chaque critique qu'il m'avait adressée, chaque accusation, chaque défaut qu'il m'avait attribué avec une régularité qui me semblait alors injuste, mais que je finissais toujours par accepter un peu, je pouvais maintenant les retourner et voir exactement à qui ils appartenaient. Ce n'était pas un exercice de vengeance, c'était un exercice de clarté. Et cette clarté, elle m'a rendu quelque chose que les années dans cette relation avaient progressivement effacé. La conviction que ma perception était fiable, sa cruauté était réelle. Elle n'était pas une excuse pour se plaindre, elle n'était pas une interprétation, elle était un système. Et tu l'as traversé seul, sans mots, sans témoins, sans cadre pour comprendre ce qui se passait. Et maintenant, tu as les mots. Au cours des dernières minutes, tu as entendu quelque chose que beaucoup de femmes n'entendent jamais formuler avec cette précision. Que la cruauté que tu as vécue avait 4 visages distincts, documentés, reconnaissables. Que le fait de l'avoir vécue seule n'est pas une preuve qu'elle n'existait pas. C'est la preuve qu'elle fonctionnait, que Jung lui-même avait posé les fondations pour comprendre pourquoi certains êtres portent leur ombre en la déposant sur ceux qui les aiment. Ces vérités sur la cruauté narcissique sont encore trop souvent silencieuses parce qu'elles ne laissent pas de traces photographiables, trop souvent minimisées parce qu'elles opèrent dans les angles morts de la vie quotidienne. Si cette vidéo t'a donné un mot pour quelque chose que tu portais sans pouvoir le nommer, le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est ton signe que ces vérités doivent de continuer à atteindre les femmes qui vivent seules avec quelque chose de réel dont personne autour d'elles ne voit la forme. Tu fais partie de celles qui brisent ce silence. Et maintenant, je vais faire quelque chose que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi à l'époque. Je vais te donner une permission. Pas un conseil, pas un exercice, une permission. Je te donne la permission de croire en ta propre vérité. Sans preuve supplémentaire, sans témoin, sans que personne d'autre soit d'accord. Tu n'as pas besoin que lui reconnaisse ce qu'il a fait pour que ce soit réel. Tu n'as pas besoin que sa famille te croie. Tu n'as pas besoin que vos amis communs valident ta perception. Tu n'as pas besoin que le tribunal de l'opinion publique rende un verdict en ta faveur. Ta mémoire est fiable, ta douleur était réelle. Ce que tu as ressenti dans ce regard, dans ce silence, dans cette façon qu'il avait de rendre la pièce froide rien qu'en y entrant, était réel. Je te donne la permission d'arrêter de chercher des preuves, d'arrêter de compiler des arguments, d'arrêter de construire ton dossier pour un procès que tu passerais une vie entière à préparer et qui n'aura jamais lieu. Ce procès, tu n'en as pas besoin. La vérité de ce que tu as vécu ne dépend pas de son aveu. Elle ne dépend pas de la reconnaissance de qui que ce soit. Je te donne la permission de te croire, toi, entièrement, à partir d'aujourd'hui. Et je te donne une permission supplémentaire, celle que les survivantes de violences narcissiques ont le plus de mal à s'accorder. La permission d'être en colère, pas une colère qui te consume, pas une colère que tu portes comme un poids supplémentaire, mais une colère propre, juste, qui reconnaît que ce qui s'est passé n'était pas acceptable, que tu méritais mieux, que la solitude dans laquelle tu as traversé tout ça n'était pas inévitable, que quelqu'un a fait des choix qui t'ont blessé et que ces choix t'appartiennent à lui, pas à toi. Cette colère, quand elle est reconnue et nommée, n'est pas un obstacle à la guérison. Elle en est souvent le signal que tu as arrêté de te retourner la question contre toi-même, que tu vois enfin les choses à l'endroit. Jung a écrit « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Pendant des années, il t'a appris à nier ta perception, à nier ta douleur, à nier ta valeur. Aujourd'hui, je t'invite à l'inverse, à accepter ce que tu as vécu,
pas pour le porter indéfiniment comme une blessure, mais pour en faire quelque chose de différent. La matière première d'une connaissance de toi-même que personne ne peut te reprendre. Tu n'as pas imaginé sa cruauté, tu l'as vécue seul, et maintenant tu n'es plus seul à avoir les mots pour la nommer. Quand tu as essayé d'expliquer ce que tu vivais à quelqu'un et qu'on ne t'a pas cru ou qu'on a minimisé, quelle a été la phrase qui t'a le plus éloigné de ta propre vérité? Écris-la dans les commentaires, pas pour rouvrir la blessure, mais pour que d'autres femmes qui lisent ces commentaires la reconnaissent et sachent qu'elles ne sont pas seules à l'avoir entendue. Ce que tu écris ici est un acte de solidarité.